quitter le Chili avant d'être expulsé par un président d'extrême droite soutenu par le président Trump. C'est aujourd'hui l'unique solution pour quelques 300 000 migrants venus travailler au Chili. Si vous ne partez pas volontairement, vous devrez partir après mon entrée en fonction. Et vous partirez avec ce que vous avez sur vous. La campagne présidentielle au Chili a été largement dominée par la question migratoire et par un président proche des idées de Donald Trump qui vante ses méthodes musclées contre l'immigration illégale. Tout comme il admire sa nouvelle police de l'immigration, l'ICE, pour renvoyer par charter entier des dizaines de milliers de sans-papiers vers l'Amérique latine. L'objectif est certes économique, militaire, géostratégique, mais aussi idéologique. L'Amérique latine, qui pour le président américain doit redevenir un précaré de Washington en s'inspirant de la doctrine dite Monroe. Comment envisagez-vous votre relation avec l'Amérique latine et le Brésil ? Super, ça devrait être super. Ils ont besoin de nous plus que nous n'avons besoin d'eux. Nous n'avons pas besoin d'eux. Ils ont besoin de nous. Tout le monde a besoin de nous. Dès son retour dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, Donald Trump avait annoncé la couleur. Les États-Unis vont reprendre le contrôle en Amérique du Sud. On peut tout à fait inscrire l'œuvre de Donald Trump dans la doctrine Monroe, parce que lui-même y fait référence de manière toujours plus explicite. Mais qu'est-ce que la doctrine Monroe ? Ces principes ont été dictés par James Monroe, le 5e président américain. En 1823, il déclarait « Aux Européens, le vieux continent, aux Américains, le nouveau monde ». En clair, il faut protéger le nouveau monde des visées impérialistes du vieux continent, une idée qui dominait jusqu'à la Première Guerre mondiale. La déclaration Monroe, c'était plutôt une déclaration d'alliance avec l'Amérique latine, avec les indépendantistes d'Amérique latine, en vue d'éviter un retour des puissances coloniales européennes, espagnoles essentiellement, et françaises. Un vœu pieux qui, durant la guerre froide, a surtout permis aux États-Unis de faire de l'Amérique latine sa chasse gardée, d'installer presque partout des gouvernements au gré de ses intérêts, comme au Chili, celui du général Pinochet en 1973, en soutenant directement son coup d'État et lui permettre de rester 16 ans au pouvoir. Pour l'une des plus sanglantes dictatures qu'a connue l'Amérique du Sud, avec 38 000 personnes torturées et plus de 3 200 tués ou portés disparus. Il y a même une large partie de la population qui considère que quand même Pinochet, c'était pas si mal. C'est de montrer que, au fond, c'était des gouvernements, ce qui est complètement faux par ailleurs, mais c'était des gouvernements qui ont assuré une certaine prospérité économique aux pays latino-américains. Donc, ce que fait Trump, c'est juste tout simplement entériner un état de fait et mettre noir sur blanc que, au-delà de ce que la doctrine Monroe décrivait, c'est-à-dire protéger les États de l'Amérique latine d'intervention européenne, les États-Unis ont un droit de regard sur la politique de nombreux États de cette partie de l'hémisphère occidental. Avec, dans les années 50, 60 et 70, des interventions directes ou indirectes effectuées dans pratiquement tous les 24 pays que compte l'Amérique latine. De l'Argentine en passant par le Panama, le Salvador, le Guatemala, le Brésil et bien sûr le Chili. Et leur objectif est très clair, est que demain, l'Amérique latine soit un reflet de la politique américaine telle qu'elle est pensée et voulue sous l'actuelle administration. Dans la doctrine Trump, le bon élève, c'est celui qui suit les directives venues de la Maison-Blanche. Le continent américain est donc redevenu le précaré favori des USA. La version de Trump de la doctrine Monroe a même été renommée par le New York Post la doctrine Donroe. Javier Milei, le président argentin, a été le premier à en bénéficier, lui qui n'a jamais caché son admiration pour son homologue américain. Ce dernier lui avait d'ailleurs promis une aide financière substantielle en cas de victoire aux législatives d'octobre 2025. Cette aide qu'il demande à Donald Trump, nous savons déjà à quoi elle sert. C'est pour lui, pour les riches.
Trump a dit soit vous votez pour Milley et on vous donne 40 milliards, enfin 20 milliards, soit vous votez pas pour Milley et donc vous n'aurez pas d'argent et on vous aidera pas à régler votre problème économique. Aider les bons partenaires par le truchement d'une politique de la carotte. Autre exemple avec le Salvador. En juillet 2025, sur demande du président américain, le pays avait renvoyé 252 Vénézuéliens dans leur pays en échange de 10 prisonniers américains détenus au Venezuela. Ils avaient été accueillis en grande pompe par le président salvadorien Nayib Bukele, quelques heures après cet échange parfaitement mis en scène. Merci d'être un ami formidable pour notre pays, pour notre président. Le président Bukele a dorénavant les mains libres pour mener dans son pays une répression brutale contre les gangs, mais aussi contre ses opposants politiques, et même se tailler une constitution à sa mesure pour être président à vie. Bref, jouer le jeu de Trump peut s'avérer une stratégie gagnante. Le Salvador, l'Équateur et le Guatemala ont ainsi signé récemment des nouveaux accords commerciaux sous l'égide des États-Unis. À court, moyen et long terme, cela peut être un pari gagnant pour certains des pays latino-américains qui décident d'accepter les conditions de Trump. Mais, sur le plan de la politique intérieure, c'est un petit peu différent. Si ces pays pratiquent, je dirais, une politique autoritaire, il n'est pas sûr que ces régimes puissent survivre à la fin de la présidence trumpienne. Pour mener cette politique interventionniste en Amérique latine, le choix d'un Marco Rubio à la tête de la diplomatie américaine n'est sûrement pas étranger. En effet, quoi de mieux qu'un fils d'exilé cubain pour vanter la politique impérialiste de Washington au Panama, au Salvador, au Costa Rica, au Guatemala ou encore en République dominicaine. Pour finir, qu'est-ce qu'un mauvais partenaire ? C'est un pays qui ne veut pas faire ce que Trump lui demande, un pays qui oppose à Trump sa souveraineté politique, un pays qui refuse le diktat de la rupture avec la Chine. C'est le cas du Pérou et de son nouveau port de Chancay, financé par la Chine à hauteur de 3,2 milliards d'euros. Il est détenu à 60% par le chinois Cosco Shipping Ports et le groupe péruvien Volcan Compañía Minera. Même s'il est détenu conjointement par la Chine et une société minière, cela n'implique à aucun moment une quelconque atteinte à notre souveraineté. Il s'agit d'un territoire péruvien qui l'est et le restera. Le port de Chancay est aujourd'hui l'une des principales portes de la Chine en Amérique latine. Inauguré en 2024. Un exemple tangible des nombreux investissements de Pékin en Amérique latine pour damer le pion à Washington. La Chine est devenue le premier ou le deuxième partenaire commercial et économique de la plupart des pays d'Amérique latine. Ça s'accompagne d'investissements portant sur les transports, sur les ports, donc sur les possibilités d'exporter les produits primaires latino-américains vers la Chine. N'oublions pas que nous sommes sous une présidence populiste ici aux États-Unis et que donc il faut toujours pour ce genre de régime des ennemis. Maduro est, je dirais, la victime parfaite. Car Nicolas Maduro reste le pire des partenaires pour l'Amérique de Trump. Depuis plusieurs mois, le président du Venezuela subit des assauts répétés de Washington, entre attaques de bateaux soupçonnés de transport de drogue, menaces d'invasion militaire et rétorsion économique. Il y a une continuité chez Trump contre Maduro. Je pense que sur le plan personnel, il y a quelque chose qui joue aussi, parce que c'est quelqu'un qui lui a résisté, alors qu'il pensait qu'il allait le faire tomber. Tout le monde lui a dit qu'il ne tiendrait pas au pouvoir, il a tenu, etc., etc. Bon, il y a tout ça qui joue. Donc, tout ça pour dire quoi ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, la stratégie des États-Unis au Venezuela, c'est qu'ils sont allés trop loin pour qu'il ne se passe rien. Un contexte explosif, qui selon les experts n'a pourtant peu de chances de se transformer en véritable conflit armé. Car selon la doctrine d'Unruh, montrer les crocs et aboyer plus fort que l'adversaire est déjà suffisant pour affirmer que les États-Unis sont de retour dans leur précaré sud-américain.